Mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue dans cet espace de conférence autour de l'économie sociale et solidaire. Cet espace de conférence est une tradition qui accompagne le Salon de l'économie sociale et solidaire depuis sa création. Donc ce salon qui est à sa 6e édition, avec une première édition tournante autour de l'économie sociale et solidaire, mais avec nos partenaires sénégalais et de la Côte d'Ivoire. Ce salon qui est également sous le thème de l'économie sociale et solidaire et son rôle dans la préservation de l'environnement et le développement durable. Donc une thématique extrêmement intéressante. Donc cet espace scientifique de conférence dont les thématiques sont très riches, comme vous pouvez le constater, puisque nous allons donc cet après-midi lancer cet espace de conférence par une plénière autour de l'économie sociale et solidaire à l'échelle régionale, au Maroc, au Sénégal et en Côte d'Ivoire. Donc vous allez écouter des intervenants qui vont partager avec nous leur expérience sur le développement de l'ESS dans les territoires. Demain et dans les prochains jours, nous allons aborder des thématiques autour de l'innovation de l'ESS dans les territoires et on va enchaîner sur le rôle de la femme africaine dans le développement de l'ESS, également sur le rôle des nouvelles technologies dans le développement de ce secteur et puis d'autres thématiques. Donc un programme extrêmement riche comme à la tradition depuis des années et donc je souhaite la bienvenue également à tous les participants, notamment nos partenaires internationaux qui viennent de loin, qui ont répondu favorablement à notre invitation et aux exposants qui aussi assistent à cet espace scientifique depuis des années, dans lequel également il y a c'est aussi un espace d'échange, de partage avec les exposants. Donc toutes les questions qu'ils peuvent se poser sur leur métier, sur leurs activités, on pourra les aborder en même temps que nous allons aborder des questions autour de l'expertise ou de la recherche. Alors donc, je voudrais juste rappeler quelques acquis avant d'aller plus loin sur l'importance de ce secteur pour le Maroc et les acquis. Donc, on peut noter que ce secteur, donc aujourd'hui, est un secteur auquel les politiques accordent toute l'importance. Et que c'est un secteur véritablement d'intégration, d'inclusion sociale, vu que c'est un secteur transverse qui touche aussi tous les secteurs, de l'agriculture à l'artisanat, et au tourisme. Tous les ministères ont développé un plan d'action autour de l'économie sociale et solidaire. Je voudrais également souligner que l'émergence de ce secteur a connu véritablement un essor grâce à l'initiative nationale de développement humain lancée par Sa Majesté en 2005 et qui a permis en fait l'émergence du secteur associatif qui aujourd'hui compte 118 000 associations. Quelques chiffres également sur les coopératives qui accompagnent pratiquement tous les secteurs, particulièrement l'agriculture, l'habitat et l'artisanat. 15 000 coopératives, 53 mutuelles, qui accompagnent également tout le secteur de la santé, et puis tout le travail réalisé par la société civile et qui permet véritablement l'émergence et le développement d'une manière transverse de ce secteur. Alors, je voudrais également souligner que l'ESS doit trouver son ancrage dans les territoires, et c'est véritablement dans cette stratégie que le Maroc œuvre, puisqu'il y a eu la création dans chaque région d'une chambre régionale de l'ESS et qu'il y a eu prise en compte dans les contrats État-région et les contrats des politiques urbaines de l'ESS, avec la création de pôles territoriaux et de coopération économique. Et c'est ce dont nous allons traiter dans cette plénière, et dans le démarrage de ce travail de conférence. Donc j'accueille les conférenciers qui vont partager leur expérience avec nous. Donc j'accueille Monsieur Ousmane Sow,
directeur de l'agence régionale de développement de Saint-Louis, qui va partager avec nous son expérience au Sénégal, et Monsieur Bomba Kassoum, président de la Chambre nationale des métiers de la Côte d'Ivoire, qui va également partager avec nous les stratégies de développement de l'ESS dans les territoires en Côte d'Ivoire. Plus tard, donc, nous attendons en fait l'arrivée de Monsieur Msbahi, qui est vice-président de la région de l'Oriental, et puis j'accueille Madame Majda Ben Arbia, qui est vice-présidente de la région Fès-Meknès, avec son partenaire, Monsieur Hajib Al-Qassimi, qui est donc président du réseau associatif pour le développement participatif. Ils vont nous parler de leur expérience dans la région Fès-Meknès. Et puis, j'accueille également Madame Msbahi, excusez-moi, parce qu'il y a eu beaucoup de changements dans le programme, Madame Hanan, qui est représentante de la région Tanger-Tétouan, Al-Husseima. Et puis j'accueille donc Monsieur Mustafa Boumska, qui va représenter la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales d'Agadir, et qui va nous présenter les résultats d'une étude de recherche qui a été financée par le CNRST sur l'entrepreneuriat collectif, vecteur de développement territorial. Donc je vais donner la parole tout de suite à notre collègue sénégalais qui va nous parler de l'expérience du Sénégal. Vous avez le choix de rester assis ou d'aller au pupitre à votre convenance. C'est allumé déjà? Oui. Merci Madame la modératrice. Mesdames, Messieurs les participants, je voudrais tout d'abord exprimer tout l'honneur qui m'anime pour venir ici partager un vécu de la région de Saint-Louis en matière d'impulsion, d'initiatives qui peuvent être comprises comme étant des initiatives de l'économie sociale solidaire. D'abord, je voudrais articuler mon intervention sur 3 à 4 points essentiellement. Un premier point qui va essayer de camper le décor du contexte du Sénégal. Ensuite, parler un peu du profil de notre région en 2 minutes pour camper un peu les enjeux qui peuvent être liés à des initiatives dans le cadre de l'économie sociale solidaire. Et ensuite, nous parlerons du modèle d'action qu'on a mené et qui donne les caractéristiques de cette économie sociale et solidaire. Et en dernier lieu, nous parlerons de quelques leçons apprises en 2 ou 3 points pour permettre de nous inscrire en perspective. Tout d'abord, le contexte se présente. Le contexte du Sénégal, comme vous le savez, depuis 2012, nous avons un nouveau régime à la tête duquel nous avons un nouveau président qui a initié ce qu'on a appelé le plan Sénégal émergent. Et dans ce plan Sénégal émergent, il y a 3 piliers essentiels qui doivent orienter toute la politique à la fois nationale comme territoriale du Sénégal. Il s'agit de transformer l'économie du point de vue structurel, ensuite d'améliorer le capital humain, de renforcer le capital humain à travers l'amélioration des services de base, et enfin de promouvoir une dynamique de gouvernance qui garantisse la paix et la sécurité. Et c'est ce document de référence qui oriente toutes les politiques au niveau territorial. Et pour accompagner ce plan Sénégal émergent, nous avons adopté une nouvelle réforme qui fait des territoires des leviers de développement du pays. Et dans cette réforme, appelée Acte 3 de la décentralisation, il y a la suppression des régions en tant qu'anciennes, en tout cas institutions politiques, et la création de départements, et ensuite la communalisation intégrale. Donc il n'y a plus de régions parce que dans la tête du législateur,
ces régions étaient supposées être un peu éloignées donc, des populations. Il fallait créer des institutions qui se rapprochent davantage des populations. De sorte que dans le contexte de décentralisation sénégalaise, nous avons deux ordres seulement de politique locale, les départements et les communes. Et toutes les initiatives qui doivent être portées pour créer de l'emploi, créer des richesses et offrir des perspectives doivent se faire dans le cadre donc, de ce nouveau schéma de la décentralisation. Le deuxième aspect qui nous semble être important, c'est le concept de territorialisation des politiques publiques qui a été lancé par le nouveau régime, qui consiste simplement à faire de sorte que l'action de l'État puisse faire l'objet, en tout cas, d'une construction à partir des acteurs des territoires. Vous comprendrez donc combien il est important qu'au niveau des territoires, qu'on laisse prospérer des initiatives qui vont aller dans le sens d'offrir des opportunités pour nos jeunes et nos femmes. Voilà le contexte du Sénégal. Et par rapport à cela, le profil de la région de Saint-Louis, c'est une région qui est peuplée d'environ 1 080 000 habitants, qui est composée de 3 départements, département de Saint-Louis, département de Dagana et de Podor, avec des défis importants, mais également des potentialités et des opportunités. Nous sommes une région agricole, une région qui regorge de potentialités au plan agricole, halieutique et pastoral, une région qui offre des potentialités au plan touristique parce que nous avons des parcs naturels, nous avons des systèmes d'intérêt international du point de vue de la biodiversité, et tout cela doit être mis en valeur dans le sens d'offrir donc des emplois et des revenus aux populations, surtout du monde rural. Mais cependant, nous avons constaté que l'économie territoriale se caractérise par un déficit de productivité. Nous avons des entreprises, mais ces entreprises-là peinent à offrir toute la productivité, en tout cas qui s'y est pour pouvoir créer de la richesse. L'indicateur pour se rendre compte de cela, c'est simplement le produit territorial brut, qui est l'équivalent du PIB. Le Saint-Louisien moyen, par exemple, si on doit, comment dirais-je, diviser les richesses créées au niveau du territoire par la population, nous en sommes à une moyenne de 400 000 francs par tête. C'est à peu près combien d'euros? Vous divisez par 550 si vous avez le nombre d'euros. Alors que le niveau national se situe à 600 000. Donc la région de Saint-Louis est une région qui est déficitaire du point de vue de la productivité. Alors que du point de vue des potentialités, c'est une région qui a beaucoup d'avenir parce que c'est la seule région où on peut pratiquer l'agriculture sur toute l'année du fait de la maîtrise de l'eau et de son abondance, mais aussi du fait de la disponibilité de terre. Nous avons aussi des contraintes du point de vue, en tout cas de la capacité organisationnelle des acteurs, que ce soit les artisans comme les producteurs. Nous avons véritablement des problèmes en termes d'expertise, en termes de capacité organisationnelle pour pouvoir porter les défis de développement. Nous avons des défis liés aux infrastructures et aux équipements. Aujourd'hui, l'agriculteur saint-louisien, si on doit le comparer à l'agriculteur brésilien, on se rend compte qu'il y a des choses à faire. Parce qu'au Brésil, on peut avoir un élevage, par exemple, laitier, qui peut nous permettre de produire 40 litres par jour par vache, alors qu'au Sénégal, la moyenne se situe entre 1 litre et 2 litres. Ce qui veut dire qu'il y a un véritable problème de transformation donc, de ces activités économiques dans le sens de la productivité. Et ensuite, nous avons des problèmes par rapport aux services financiers, l'accès aux services financiers par les acteurs économiques de la région de Saint-Louis. Nous avons des problèmes d'accès au marché. Nous avons également, en tout cas, des problèmes d'équipement en termes de stockage de nos produits locaux, de conservation de nos produits, mais aussi
d'élargissement de la chaîne de valeur par la transformation donc, et la labellisation. Donc voilà un peu le décor en termes de défis. Et par rapport à cela, il fallait amener les territoires à imaginer des modèles un peu innovants qui puissent garantir la productivité, mais également offrir de l'emploi et aider à réduire les disparités fortes entre le milieu rural et le milieu urbain. Et c'est dans ce cadre-là, la stratégie que la région de Saint-Louis a mise en place consiste à développer la coopération. La coopération à un triple niveau. Une coopération institutionnelle qui doit aider les agences à, comment dirais-je, nouer des partenariats, mais aussi une coopération qui doit permettre à des collectivités locales du Sud de pouvoir nouer des partenariats, mais également avec les collectivités locales du Nord en termes d'échange d'expériences et d'enrichissement, donc de bonnes pratiques. La troisième, en tout cas le troisième niveau, c'est le développement donc, du partenariat public-privé, parce que c'est devenu un instrument incontournable pour pouvoir faire face aux besoins d'investissement pour valoriser les potentialités de nos territoires. Le troisième axe de la coopération consiste à développer la coopération entre les acteurs du secteur privé. Et c'est à ce niveau-là que nous positionnons la coopération, comment dirais-je, l'économie sociale solidaire. Parce qu'il s'agit de voir entre acteurs de l'artisanat ou acteurs de l'économie agricole, comment les structurer, les organiser pour face à des contraintes en termes de valorisation, comment apporter des solutions innovantes pour pouvoir permettre à chacun puisse tirer son épingle du jeu. Et dans ce décor-là, nous avons travaillé à nouer une coopération avec l'agence pour le développement du Nord, la PDN, parce que nous avons eu un partenaire commun qui est l'agence andalouse de coopération, qui a longtemps soutenu cette agence-là et qui a eu à capitaliser pas mal de bonnes pratiques en la matière. Et nous avons tenté de profiter, de mettre à contribution ces acquis de la coopération entre le Nord et le Sud à travers donc, la PDN pour pouvoir en faire profiter donc, le Sud donc, à travers notre agence et nos collectivités locales. Et c'est dans le cadre de cette coopération-là qu'aujourd'hui nous sommes là. Et le modèle d'initiative qu'on a pu mettre en œuvre, donc avant même l'arrivée de l'APDN, mais seulement avec la coopération andalouse, nous avons mis en place un projet qui a permis d'aider les populations du monde rural à pouvoir améliorer leurs ressources, leurs revenus, à permettre au monde rural à pouvoir améliorer les équipements et en tout cas les outils de travail, et tout cela à travers un modèle organisationnel qui garantisse un peu la pérennisation. Ce modèle consiste à réaliser des fermes agricoles modernes, à réaliser des aménagements modernes, des aménagements hydro-agricoles, mais également des magasins de stockage et d'aliments de bétail dans les zones où, à un certain moment de l'année, il est difficile d'accéder à ces denrées. Le dernier élément sur lequel je voudrais insister, c'est un peu comment est-ce que ce modèle-là a été organisé. Les populations qui sont bénéficiaires, par exemple, d'une ferme agricole dans un village, c'est tous les acteurs du village, femmes, hommes, qui sont membres de la coopérative, de l'association qui est mise en place. Et il y a ce qu'on peut appeler des parts sociales qui doivent être mobilisées par chaque partie prenante. Parce qu'il dit ici, on veut rompre avec l'idée de l'assistanat. On veut amener à chaque acteur à se sentir responsable, en tout cas de l'action qui va être mise en œuvre, commençant d'abord par sa mise à contribution. Et une fois que les acteurs, en tout cas, mettent à contribution leur part sociale, maintenant il y a la subvention donc, du projet qui permet, en tout cas, de financer donc, les infrastructures et les équipements et même le fonds de roulement. Et maintenant, dans le dispositif organisationnel, les recettes qui sont générées sont d'abord réparties de sorte qu'une partie soit utilisée pour la sauvegarde des équipements, donc ce qu'on peut appeler l'entretien et la maintenance des équipements, et une partie aussi est utilisée pour
améliorer les revenus des acteurs qui s'occupent directement de l'activité. Parce qu'on peut être bénéficiaire sans pour autant être un acteur qui travaille dans le champ. Donc, si le champ demande seulement en termes de main-d'œuvre 10 personnes, on va seulement prendre 10 personnes qui seront soumises à un cahier de charge et qui respectent un peu les conditions de productivité. Maintenant, une fois que les revenus sont créés, maintenant, c'est à ce niveau-là qu'on fait la répartition. Et ces agents-là qui travaillent au quotidien dans la ferme, donc, sont bénéficiaires des 60% des revenus générés après qu'on ait eu à défalquer tout ce qui constitue donc les frais d'entretien et les frais liés au renouvellement du fonds de roulement pour pouvoir redémarrer une campagne sans pour autant avoir le besoin de se faire assister. Et maintenant, les 40% restants sont utilisés pour constituer ce qu'on peut appeler un fonds revolving. Et c'est ce fonds revolving qui est utilisé pour pouvoir soutenir les projets individuels de tous les membres donc, de l'association. Donc si une femme du village a un projet individuel, il peut venir solliciter donc, ce fonds revolving pour pouvoir, financer son projet au niveau de son village. Et ça, c'était pour rompre avec l'idée de pouvoir se partager donc, les bénéfices sans pour autant que ça ait un impact durable sur la qualité de vie des populations. Mais également, l'avantage, c'est que ça limite les velléités de compétition pour pouvoir, accéder à ces ressources-là. Le dernier point sur lequel je voudrais insister, c'est un peu les leçons apprises. Sur les leçons apprises, je partage juste 3 points, en termes surtout de difficultés, parce qu'on a senti que si on doit agir en milieu rural, il y a la contrainte de l'analphabétisme qui se pose, la faiblesse du niveau d'instruction. Nous avons des femmes, souvent, qui n'ont pas été à l'école et qui doivent être accompagnées pour participer dans le développement économique de leur territoire. Et souvent, pour les outils qu'on met à leur disposition, pour suivre la comptabilité, pour suivre les résultats, ces outils-là, souvent, se montrent un peu complexes par rapport à leur niveau d'instruction. Et là, on a rencontré quelques difficultés à pouvoir les conformer à ces outils-là. Le deuxième point, en termes de leçons apprises, c'est également le portage politique qui n'est pas suffisamment fort du point de vue des collectivités locales. Parce que souvent, les mairies, qui sont les bénéficiaires, en tout cas institutionnels de ces projets-là, n'ont pas montré tout l'intérêt, toute l'implication ou le portage nécessaire pour pouvoir suivre les dynamiques, mais aussi se mettre à contribution pour lever telle ou telle difficulté par rapport donc à ce que les gens ont rencontré sur le terrain. Le troisième et dernier élément sur lequel je voudrais insister, c'est l'offre technique, et souvent dans le contexte sénégalais, surtout en milieu rural, l'offre technique est un peu réduite. Il n'y a pas suffisamment, par rapport aux besoins de renforcement de capacité et d'accompagnement, il n'y a pas souvent suffisamment d'offres pour pouvoir accompagner quand il s'agit de mettre en place un business plan, bien quand il s'agit de les accompagner dans la labellisation ou dans la définition de stratégies, en tout cas techniques, pour pouvoir améliorer leur productivité. Donc voilà plus ou moins la situation, en tout cas au niveau de la région de Saint-Louis. Et pour conclure, je dirais simplement, ce modèle qu'on est en train de mettre en place, en tout cas, essaie de promouvoir la dynamique coopérative dans une autre tournure. Et là, on a ajouté le terme fonctionnel, coopérative multifonctionnelle. Parce que la coopérative doit se positionner par rapport au territoire et non pas par rapport à un groupe social. Et dans ce territoire-là, on essaie de voir par rapport à ce produit qui constitue notre spécificité, comment est-ce que solidairement, les acteurs du village, que ce soit artisans, que ce soit producteurs, que ce soit, même maîtres d'école, comment est-ce que solidairement on peut s'accorder sur une stratégie et chacun va occuper le segment qui est, en tout cas, où il pourra donner le plus de lui-même et assurer à ce qu'on atteigne les résultats. Donc l'autofinancement, l'entretien, l'amélioration des revenus et la création d'emplois, surtout pour les groupes vulnérables comme les femmes et les jeunes, a été véritablement l'une des plus-values que nous avons essayé, donc qu'on a pu avoir à travers donc, ces projets. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Ousmane Sow.